Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, la semaine passée, nous nous sommes intéressés à la plasticité du cortex auditif durant la phase de développement postnatal. Les espèces chez lesquelles l'audition apparaît après la naissance se prêtent tout particulièrement bien à l'analyse de cette plasticité. Chez le rat et la souris, l'audition se met en place du 12e au 14e jour de vie. Par cette plasticité, les stimulations acoustiques façonnent le système auditif de façon plus ou moins prononcée selon le site de traitement de l'information acoustique et la structure des messages acoustiques. Au niveau du cortex auditif, cette plasticité est particulièrement marquée et bien documentée. Elle définit la période critique ou sensible, une caractéristique partagée par les autres sens et qui fut tout d'abord découverte dans le système visuel. C'est sur elle que repose le succès de l'implantation cochléaire qui permet en quelque sorte d'éveiller le cortex auditif des enfants sourds profonds jusque-là silencieux. En retour, l'implantation cochléaire a été et continue d'être un moyen pour explorer cette plasticité. Elle permet de plus d'identifier les paramètres acoustiques des sons de parole qui sont nécessaires à sa compréhension. Nous avons vu comment la stimulation acoustique directe ou via un implant cochléaire durant la période critique peut provoquer la maturation des champs récepteurs dans toute l'épaisseur du cortex auditif primaire. Nous avons vu aussi comment elle peut interférer avec la maturation des cartes tonotopiques et l'affinement de l'accord en fréquence des champs récepteurs. La structure acoustique de certaines stimulations permet simplement de retarder l'apparition de la période critique sans affecter son développement ultérieur. La privation sensorielle, la privation auditive, a révélé une autre expression de la plasticité dite en anglais cross-modal, qui consiste en la réaffectation d'aires auditives au traitement d'autres modalités sensorielles. Cette plasticité explique les performances visuelles accrues chez les personnes atteintes de surdité congénitale profonde. Ces performances ne portent cependant que sur certaines aptitudes visuelles spécifiques. Les aires auditives sollicitées par l'arrivée d'informations sensorielles d'une autre nature pourraient appliquer à ces nouveaux signaux un mode de traitement en partie semblable à celui qu'ils auraient dû appliquer aux signaux auditifs. De ce fait, ces aires pourraient exercer une fonction voisine sur ces nouveaux signaux sensoriels. Nous avons vu le développement progressif de cette plasticité chez les personnes privées d'audition à la naissance ou avant l'apparition du langage oral. La réaffectation de ces régions du cortex auditif secondaire à d'autres tâches s'opère progressivement et elle contrarie le développement de l'audition et celui de la compréhension de la parole après pose d'un implant cochléaire si cette pose a lieu tardivement. Nous nous sommes ensuite intéressés aux mécanismes qui sous-tendent cette plasticité développementale. Nous avons vu la plasticité synaptique morphologique et fonctionnelle avec le développement de la potentialisation à long terme durant la phase critique. Faute de temps, j'ai laissé de côté un éclairage récent
sur ces mécanismes de plasticité. Or, comprendre les mécanismes de cette plasticité est tout à fait essentiel dans l'objectif de réussir un jour à la maîtriser dans une perspective thérapeutique. Je vais donc en dire quelques mots avant d'entrer dans le sujet proprement dit de ce cours. L'étude dont je vais vous parler a été réalisée par Takao Hanch et publiée il y a quelques mois. Elle porte sur la plasticité des projections du noyau ventral du corps genouillé médian du thalamus sur le cortex auditif primaire, sur les cellules pyramidales de ce cortex. Dans un premier temps, les auteurs ont établi finement la période, le moment de la période critique chez la souris. Le test consiste à analyser la tonotopie de l'air A1 par les champs récepteurs corticaux chez des souris élevées en présence d'un son pulsé de 7 kHz. Toutes les diapositives dont vous verrez le titre en bleu font appel à des protocoles dans lesquels les animaux sont soumis à un son pulsé et donc testent la plasticité. Alors, on compare les cartes tonotopiques des souris élevées dans un environnement acoustique standard, ici en haut, à celles des souris élevées en présence d'un son pulsé de 7 kHz, présentées entre les jours 10 et 15 après la naissance. Je vous rappelle que l'audition débute chez la souris autour du 12e jour. Et troisième condition, élevée en présence d'un son pulsé de 7 kHz, toujours le même, présenté entre les jours 16 et 20. Voici les résultats. Le code couleur indique le taux de décharge enregistré en fonction des caractéristiques de la stimulation du son, de son intensité en ordonnée et de sa fréquence en abscisse. Les représentations sont celles des réponses dans 3 régions de l'aire A1, caudale, médiale et rostrale. Ici, les cartes obtenues chez les animaux, les souris élevées dans une ambiance sonore standard. En bas, chez des souris qui ont été soumises à une exposition sonore élevée de 7 kHz entre les jours 16 et 20. Il n'y a pas de modification de ces cartes tonotopiques. Voyons ce qui se passe si les animaux ont maintenant été soumis au son entre les jours 10 et 15. Vous voyez que les cartes sont différentes, en particulier au niveau caudal et intermédiaire. On peut donc en déduire que la période critique chez la souris se situe entre le jour 10 et 15, et puisque l'audition ne débute guère avant le jour 12, on peut dire entre le jour 12 et 15. Alors ensuite, les auteurs ont établi la carte tonotopique, cette fois-ci, au niveau du noyau ventral du corps genouillé médian du thalamus qui se projette donc sur ces aires A1. Dans les mêmes conditions que précédemment, ils ont établi cette carte tonotopique, dont vous voyez ici une représentation qui veut représenter donc les différents points qui vont ensuite être explorés. Et la question qui a été ensuite posée, c'est la première est la suivante: y a-t-il une modification des cartes tonotopiques entre les jours que nous venons d'explorer, 12 et 15? Non, il n'y en a pas. Puis, ils ont recherché ceci au niveau du thalamus. Ensuite, ils ont cherché à voir si la force de ces synapses variait au cours du développement.
La force des synapses est mesurée par la variation de leur taux de décharge, indiqué ici par delta F sur F, avant et après stimulation. Et on enregistre, alors on stimule en différents points de la carte tonotopique thalamique qui vient d'être établie, et on enregistre en différents points au niveau cortical. La variation le pic de variation delta F sur F est mesuré cette fois-ci au cours du développement normal à 3 périodes, la période allant du jour 8 au jour 12, la période en pointillé allant du jour 13 au jour 15 et du jour 16 au jour 20. On voit qu'il y a maturation fonctionnelle en ce qui concerne le taux de décharge, c'est-à-dire la force synaptique, de ces synapses thalamiques qui se projettent donc sur l'aire corticale A1 en fonction du temps, et que, disent les auteurs, cette maturation est essentiellement importante autour des jours 13 à 15, c'est-à-dire correspondrait à la période critique. En revanche, si on analyse ces projections en termes de carte tonotopique, cette fois-ci non plus de taux de décharge, mais en termes de carte, on voit qu'il n'y a pas de modification de l'emplacement, enfin des cartes tonotopiques entre les jours 8 et les jours 20. Donc, au total, on conclut que la maturation de ces projections se traduit donc par l'augmentation de la force synaptique, mais pas par un changement des cartes de ces projections dans la superficie du cortex. Alors maintenant, nous repassons sur donc, les diapositives en bleu pour examiner quels sont les éléments, les cibles de la plasticité de ces connexions thalamo-corticales, toujours avec le même protocole expérimental dans lequel les animaux sont exposés au son à 7 kHz et ici à partir du jour 8. Et l'on regarde d'abord la force de la synapse. En noir, les animaux contrôlent, en gris, ceux qui ont été exposés au son. Il n'y a pas de modification du taux de décharge. En conclusion, on voit que le taux de décharge n'est pas soumis à la plasticité développementale sollicitée par l'exposition au son. En revanche, si on reprend la carte tonotopique dont vous avez vu tout à l'heure la présentation, ici, qui était homogène tout le long du développement, on voit qu'elle est très différente lorsqu'il y a eu une surexposition au son de 7 kHz. Par conséquent, on peut dire qu'il y a, lors de la stimulation, une plasticité que l'on peut détecter au niveau des projections thalamo-corticales qui se relocalisent, comme nous allons voir. Alors, qu'en est-il maintenant de la maturation du cortex auditif dans l'épaisseur? Alors, encore un mot, je voudrais préciser le moment durant lequel cette variation dans la tonotopie a lieu sous l'effet de l'hyperexposition au son. Le son a été soit appliqué entre le jour 8 et 15, soit 12 à 15, soit 16 à 19, et on constate que
la variation tonotopique n'a lieu que si le son a été appliqué pendant la période 12 à 15, c'est-à-dire pendant la période de plasticité. J'en viens maintenant aux changements qui s'opèrent dans la profondeur du cortex. Alors, pour ce faire, donc, ce qui va être analysé, c'est le développement des projections afférentes thalamiques sur les colonnes du cortex auditif et va être dans un premier temps mesurée la force synaptique à différents temps entre le jour 8 et 12, 13 et 15 et 16 et 20. Eh bien, on voit que cette force synaptique ne varie pas dans l'épaisseur du cortex durant le développement normal. Par contre, si on s'intéresse à la latence de la réponse, là on voit que les courbes sont très différentes selon le stade du développement. Un stade précoce, entre le jour 8 et 12, les réponses sont principalement situées, les réponses rapides sont principalement situées dans la profondeur du cortex. Puis, avec le développement, elles se déplacent dans la couche 4 où elles vont faire leur synapse mature avec les neurones pyramidaux. Donc, il s'opère aussi durant la période de développement, cette phase critique entre le jour 12 et 15, une translocation baso-apicale qui porte sur 600 micromètres environ des synapses les plus rapides dans leur réponse qui vont passer des synapses initialement situées dans les régions les plus profondes du cortex à la couche 4. Tout de suite, sans montrer de données, les auteurs mentionnent que cette maturation baso-apicale n'est pas modifiée par une exposition au son. Donc, au total, on peut conclure à ce stade que la maturation des projections thalamo-corticales au moment de la mise en place de l'audition porte sur la force des synapses correspondantes qui a tendance à s'élever et surtout à s'homogénéiser, et elle porte sur le changement de localisation des synapses les plus rapides qui passent de la profondeur du cortex à la couche 4. Ces modifications ont toutes lieu pendant la période critique, c'est-à-dire pendant celle où, lorsqu'un son est appliqué, les cartes tonotopiques à la surface du cortex sont modifiées. Quels sont, sur les différents paramètres examinés, les effets des stimulations sonores pendant cette période? Eh bien, nous avons vu qu'il y a tout d'abord les remodelages des projections thalamiques sur le cortex en termes de cartes. C'est le seul effet en réalité. Par contre, la présentation de ce son, nous l'avons vu, n'a aucun effet sur les deux autres paramètres développementaux ici mis en exergue, la maturation de la force synaptique et le passage des synapses les plus rapides de la région profonde du cortex à la région apicale. Alors, quels sont les mécanismes qui sous-tendent cette maturation des connexions thalamo-corticales? Sans surprise, l'intérêt des auteurs s'est porté sur les épines dendritiques. Mais l'intérêt de l'étude qu'ils ont faite tient au fait que l'hypothèse développée va pouvoir être étayée par une approche génétique. La protéine ICAM5 est une protéine d'adhésion qui se localise
dans les dendrites des cellules pyramidales. Son rôle est de freiner la maturation des épines dendritiques. Elle est présente au niveau des dendrites des cellules pyramidales. Reprenant chacune des caractéristiques de maturation des projections thalamo-corticales qu'il venait d'établir chez la souris normale, les auteurs vont asseoir les corrélations que nous avons vues entre les changements développementaux et ceux de la période critique en tirant profit des souris défectueuses pour ICAM 5. Alors voyons tout d'abord les effets de l'absence d'ICAM 5 sur la maturation de la force synaptique. Ici, c'est l'effet de maturation que nous avons vu chez les souris sauvages entre le jour 8 et le jour 20. Chez les souris défectueuses, dont le gène ICAM est inactivé, que voit-on? Eh bien, une maturation beaucoup plus rapide de cette homogénéité de la force synaptique. Qu'en est-il en ce qui concerne la translocation que nous venons de voir des synapses les plus rapides de la profondeur du cortex à la couche 4? Ici, chez les souris sauvages, où elle avait été située entre le jour 12 et 15, et une étude plus fine maintenant menée à la fois chez les souris sauvages et les souris mutantes, et qui précise que cette période critique, donc de changement dans la profondeur du cortex, ne prend pas place chez les souris sauvages entre le jour P12 et P13 de cette période P12 à P15, et qu'en revanche, en l'absence d'ICAM, cette transition est elle aussi plus précoce. Donc, les deux paramètres que nous avons vus comme permettant de tracer des éléments de maturation développementale des projections thalamiques sur le cortex sont ici accélérés en présence d'ICAM. Qu'en est-il de la période critique? Les auteurs ont analysé, comme tout à l'heure, l'effet sur la période critique et ils ont vu que oui, la période critique est elle aussi allongée, se situe maintenant, excusez-moi, ici il s'agissait de la période critique qui est présentée ici, et donc la période critique est elle aussi restreinte à P12, P13. Donc ceci renforce la corrélation sus-établie entre les deux paramètres développementaux qui marquent la période critique et la période critique elle-même par ces changements obtenus grâce à l'inactivation du gène ICAM. Alors maintenant, quels sont les mécanismes qui sous-tendent cette période critique? Dans le cerveau des mammifères, 90% des cellules excitatrices se forment sur les épines dendritiques. Ce sont ces petites protrusions qui se forment sur les dendrites et que vous voyez ici. Or, la forme de ces épines est modelée par l'expérience. Ainsi, la potentialisation à long terme, nous l'avons vu, altère la morphologie de ces épines. Ces épines se forment à partir d'un phylopode qui pousse sur les dendrites et se transforment en épines qui ont des morphologies distinctes. On en distingue deux groupes majeurs, des épines dites en champignon, indiquées ici en jaune, et des épines dites trapues, indiquées en vert. Dans la région des afférences thalamiques sur les cellules pyramidales, la plupart des épines dendritiques sont de type trapu. Alors, voyons tout d'abord comment, et d'abord, est-ce qu'elles évoluent, ces épines, dans le temps, et comment
évolue-t-elle? Alors, tout d'abord, globalement, la densité des épines devient plus importante entre le jour 13 et le jour 16 postnatal au cours d'un développement normal. Il y a peu de modifications en ce qui concerne la densité des épines de type champignon. En revanche, on assiste à une densité accrue des épines dites trapues. Alors, qu'en est-il lorsque les souris sont dépourvues de ICAM? On voit cette fois-ci que dès le jour 13, on a affaire à une densité accrue à la fois de l'ensemble des épines dendritiques et des épines dendritiques de type trapu. Donc, au total, on peut dire que c'est probablement la maturation des épines dendritiques, des synapses formées entre les cellules pyramidales et leur projection et les afférences thalamiques, qui est le substrat de la fenêtre temporelle de la plasticité de la tonotopie du cortex auditif primaire pendant cette période critique. Elle accompagne l'homogénéisation de la force synaptique, elle accompagne le changement des cibles des neurones qui répondent le plus rapidement et elle accompagne aussi, donc, elle se traduit aussi par une augmentation de la densité synaptique. Alors, j'en viens maintenant au sujet du cours d'aujourd'hui, les épilepsies, donc, dont nous allons voir deux types principaux, les épilepsies déclenchées par le son chez les rongeurs et les épilepsies héréditaires du lobe temporal latéral. Nous intéressent ces épilepsies pour une raison évidente, c'est qu'elles sont en rapport avec l'audition, qu'elles soient déclenchées par le son ou qu'il s'agisse d'épilepsies héréditaires du lobe temporal latéral dont nous verrons qu'elles peuvent avoir une composante auditive. Ces épilepsies trouvent leur place dans cette série de cours consacrés au développement du système auditif parce que, comme nous le verrons, dans les deux cas, l'épileptogénèse, c'est-à-dire le processus biologique qui conduit à l'élaboration d'un réseau neuronal qui a des propriétés de pouvoir générer l'épilepsie, se situe bien souvent durant le développement du système auditif. Alors, l'objectif du cours est d'apprécier comment l'étude de ces épilepsies peut contribuer à la compréhension du développement du système auditif et tout particulièrement à celui de l'activité synaptique et de ses mécanismes moléculaires. Les épilepsies héréditaires dont le ou les gènes impliqués ont été identifiés sont sur ce point les plus informatives parce que l'on peut en élaborer des modèles murins qui sont robustes et qui ont des caractéristiques reproductibles. Alors, nous allons voir successivement les épilepsies réflexes du son, comme je l'ai dit, et puis celles du lobe temporal. Quelques généralités. On estime à 8 sur 1000 le nombre des personnes atteintes d'épilepsie. Le terme d'épilepsie recouvre un ensemble d'atteintes très hétérogènes qui ont pour trait commun la prédisposition à des crises récurrentes dont les manifestations cliniques
dont le professeur Patrick Chauvel que le professeur Patrick Chauvel vous présentera, je pense, de façon assez détaillée lors de sa conférence. Ces manifestations cliniques sont très diverses. Elles vont de la, entre guillemets, simple absence à la crise généralisée. Crise tonique et clonique. Leur évolution, leur étiologie et leur sensibilité aux divers traitements actuels sont elles aussi diverses. La classification des épilepsies est fréquemment remaniée. On les classe d'une part en épilepsie généralisée, dans lesquelles les crises débutent le plus souvent dans les deux hémisphères cérébraux, et en épilepsie focale ou partielle, dans lesquelles les crises sont générées à partir d'un ou quelques réseaux épileptiques. Ces deux grands groupes se distinguent par les caractéristiques cliniques de la crise, l'épilepsie généralisée dans sa forme sévère, comportant une phase tonique avec raidissement de certains muscles, du tronc et du visage, puis la phase clonique, qui est donc la phase qui cause les convulsions. Les tracés aussi électroencéphalographiques sont différents. On les classe aussi en forme syndromique ou non syndromique. La forme syndromique, que j'ai vu quelquefois appelée symptomatique, réfère à l'association d'autres atteintes neurologiques, des fonctions cognitives ou motrices, et de fait, les épilepsies sont souvent présentes dans le cas de certaines maladies neuropsychiatriques, en particulier, on les décrit lors de certaines formes de schizophrénie ou d'autisme. On peut aussi les classer en fonction de leur étiologie. L'épilepsie fait souvent suite à une agression, un traumatisme crânien ou des accidents vasculaires cérébraux par les réarrangements des structures du cortex qu'ils vont générer. Ces réarrangements vont être une sorte d'agression initiale des régions cérébrales qui vont être à l'origine du développement du processus d'épileptogénèse. Alors venons-en maintenant à la part génétique. Une étude comparative des jumeaux monozygotes dont les génomes sont identiques dans la séquence primaire de l'ADN versus des jumeaux dizygotes, c'est-à-dire qui sont en réalité des frères-sœurs qui ne partagent que 50% de leur génome, permet d'apprécier le poids de la génétique. Ceci est tout à fait important parce que dans les formes héréditaires d'épilepsie, comme nous le verrons, certaines sont des formes monogéniques dont la part de l'hérédité apparaît facilement. D'autres impliquent vraisemblablement plusieurs gènes, et conclure à la part de la génétique dans l'épilepsie dans ces cas ne peut se faire qu'en comparant la concordance des phénotypes chez les jumeaux monozygotes, donc identiques, versus dizygotes. On voit alors que cette concordance est très forte en ce qui concerne les épilepsies généralisées, qu'elle est bien moindre en ce qui concerne les épilepsies partielles et intermédiaires dans les épilepsies non classées, et que dans les épilepsies fébriles, les épilepsies du jeune enfant, dites aussi épilepsie hyperthermique, elle est, disons, elle aussi intermédiaire. Alors, je ne vais bien sûr pas mentionner tous les gènes responsables d'épilepsie qui ont aujourd'hui été identifiés. Je vous montre brièvement un tableau qui vous donne le message, qui me permet d'établir le message suivant. Grand nombre de canaux ioniques, lorsqu'ils sont défectueux, conduisent à des épilepsies et des épilepsies
soit généralisée, soit focale. Ces changements dans les propriétés de conduction des neurones vont être à l'origine des décharges synchrones, souvent de haute fréquence, qui envahissent le cortex et qui caractérisent donc l'épilepsie. J'en viens maintenant aux épilepsies déclenchées par le son. Chez l'homme, la plupart des épilepsies surviennent spontanément. Il serait préférable de dire sans facteur déclenchant véritablement identifié. Certaines épilepsies sont cependant déclenchées par des stimulations plus ou moins complexes. Ce peut être des stimulations simples, une lumière intense, le fait de regarder la télévision, le fait de fixer, ou bien d'autres stimulations somatosensorielles, auditives, gustatives, olfactives, thermiques. Je fais référence à l'épilepsie déclenchée par l'eau chaude, ou même liée à des problèmes, à un signal de type perte de l'équilibre. Certaines épilepsies réflexes sont déclenchées par des stimulations beaucoup plus complexes. Le fait de lire, le fait de se précipiter pour manger, le fait de se brosser les dents. Dans cette catégorie se rangent les épilepsies déclenchées par la musique. Elles sont connues depuis bien longtemps. En 1596-1597, Shakespeare en fait mention dans sa pièce « Le Marchand de Venise ». La prévalence de l'épilepsie, nous l'avons vu, environ 8 personnes sur 1000. Quelle est celle de ces épilepsies réflexes? Elle est estimée à 1 personne pour 10 000, soit environ 1 cas pour 20 cas ou 80 cas d'épilepsie. Quant à la musique, elle provoquerait des crises d'épilepsie chez environ 1 personne sur 10 millions. La prévalence de ces épilepsies réflexes pourrait être sous-estimée parce que l'agent causal pourrait passer inaperçu. Si la latence entre la stimulation et le déclenchement de la crise peut être de plusieurs minutes, des temps plus longs ne peuvent être exclus. Les caractéristiques des sons qui déclenchent les épilepsies musicales semblent être généralement des mélodies qui comportent une structure harmonique. Certaines personnes ont des épilepsies exclusivement déclenchées par un instrument donné, comme le piano. Si la séquence sonore qui déclenche la crise est complexe dans sa structure acoustique, on peut conclure que l'origine de l'épilepsie se situe au niveau cortical ou en tout cas dans les structures les plus élevées du traitement du signal auditif. Si elle est déclenchée par une structure harmonique et ne l'est pas par un son pur, par exemple, il va de soi qu'elle ne peut pas être déclenchée avant les sites normaux de traitement des structures harmoniques. Par contre, si elle l'est par un son pur, tous les relais du système auditif deviennent candidats. Alors, contrairement à l'homme, les animaux ont une susceptibilité particulière aux épilepsies déclenchées par le son que j'appellerais audiogénique. Cette notion est établie depuis le début du XXe siècle. Elle repose sur les observations faites dans le laboratoire d'Ivan Pavlov. Dans le déroulement des expériences où Pavlov conditionnait des animaux à la prise alimentaire des chiens bien souvent et annonçait la présentation imminente de la nourriture par un stimulus sonore,
le tintement d'une cloche, bien souvent ce tintement déclenchait chez ces animaux des crises d'épilepsie. Les épilepsies audiogéniques ont aussi été observées chez les rongeurs, dans diverses lignées de souris, dans diverses lignées de rats. Dès lors, s'agissant de lignées pures, il devenait possible d'en identifier les bases génétiques. En 1947, Carol Hall établissait que la lignée de souris DBA2, abrégée souvent en D2, présente une susceptibilité génétique particulière aux crises épileptiques audiogènes. Soumises au son, ces souris entament soudainement une course erratique qui dure quelques secondes, de 1 à 12 secondes. On l'a dit, course sauvage. Elle est suivie par l'impossibilité pour les souris de rester sur leurs pattes. Elles se couchent, leurs pattes se mettent en flexion pendant une première phase, puis en extension. Si le son n'est pas interrompu, les muscles respiratoires sont paralysés et les souris meurent. Les cris chez ces souris peuvent être déclenchées à partir de la 3e semaine de vie et elles vont disparaître progressivement. Puis furent décrites d'autres lignées de souris susceptibles de développement de ces crises audiogéniques. La lignée Black Swiss, abrégée en BLSW, les lignées BUB, BNJ et la lignée Fringe du nom de la personne qui l'a découverte. Des lignées de rats ont aussi été rapportées. Une lignée qui n'a pas reçu de nom, rapportée en Union soviétique par Krujewski et Molodkina, puis les rats Wistar, sélectionnés ici à Strasbourg par Maresco en 1987, puis les rats dits GEPR, qui indiquent leur susceptibilité aux crises audiogéniques, dont ont été dérivées 2 sous-lignées, l'une particulièrement sensible qui porte le numéro 9, l'autre qui l'est peu, qui porte le numéro 3. Puis de la lignée Wistar a été dérivée une autre lignée proche, dite WAR. L'analyse génétique a ensuite été initiée afin d'identifier les loci dans le but de rechercher les gènes impliqués dans ces divers phénotypes. Je n'entrerai pas dans les détails, mais l'analyse génétique a souvent mis en œuvre l'élaboration de souris congéniques, c'est-à-dire de souris dans lesquelles on introduit sur un fond génétique d'une souris qui ne présente pas de susceptibilité aux crises audiogéniques un fragment de plus en plus réduit provenant de la lignée de souris qui, elle, est sensible, fragment qui va donc comporter le gène et que par croisement successif, on va réduire. Ici, 2 régions impliquées donc dans la susceptibilité aux crises audiogéniques chez les souris DBA2 qui contribuent au phénotype de façon indépendante. Aujourd'hui, quelques gènes de susceptibilité ont été identifiés. En réalité, 4 gènes de susceptibilité, puisque le 3e est non pas un gène de susceptibilité, mais un gène qui est protecteur pour le déclenchement des crises liées à la soumission au son. Il y a tout d'abord
Le récepteur a la sérotonine du sous-type 2C, un récepteur couplé aux protéines G. L'épilepsie, lorsque ce récepteur est inactivé, apparaît à 2 mois chez la souris. Il y a, et retenez, la protéine transmembranaire dite VLGR1, qui est une large protéine transmembranaire qui est du type protéine couplée aux protéines G. Alors, la protéine VLGR1, vous la verrez aussi sous le nom de MAS1. C'est elle qui est à l'origine du phénotype chez les souris fringe et elle est aussi responsable du syndrome de Usher, d'une des formes de syndrome de Usher, syndrome qui associe une surdité neurosensorielle d'origine périphérique à une cécité. Ensuite, la contactine NB2. Attention, donc comme je vous le disais, l'inactivation de ce gène protège contre les crises audiogéniques. Les contactines sont des molécules d'adhésion dont la structure commune est caractérisée par la présence de 6 domaines de type immunoglobulinique et de 4 répétitions de type 3 de la fibronectine et un ancrage à la membrane de type GPI pour glycosylphosphatidylinositol. Ces contactines exercent un rôle critique, on le sait, pendant le développement du système nerveux et au stade mature. Est impliquée également, et ceci a été démontré par inactivation du gène, la protéine qui est codée par le gène FRMX, la protéine dite FMRP, qui est défectueuse dans le syndrome du chromosome X fragile et dont récemment il a été montré qu'elle est un régulateur du récepteur du glutamate et aussi de ce canal potassique, de cette sous-unité de canal potassique dépendante du voltage. Enfin, la protéine GIPC3, protéine à domaine PDZ, qui a un domaine PDZ dans sa région centrale et qui est en réalité la protéine codée par le locus majeur qui contribue au phénotype de sensibilité aux épilepsies audiogéniques chez les souris Black Swiss. Donc, au total, une diversité de protéines avec 2 interrogations supplémentaires en ce qui concerne les protéines GIPC3 et la protéine VLGR1. Pourquoi ? Les patients, il existe des patients qui sont atteints dans le gène homologue. Ces patients ne présentent pas de crise audiogénique, mais ils présentent une surdité cochléaire. De même, les modèles animaux correspondants présentent une surdité d'origine cochléaire. De ce fait, la question qui est posée est quelle est l'origine de l'épilepsie auditive dans ces modèles animaux ? Les 2 protéines sont exprimées au niveau du système nerveux central. Et dans bon nombre de cas, on a vu que certaines protéines exprimées au niveau du système périphérique et au niveau du système central jouent des rôles essentiels dans les 2 emplacements. Alors, lorsque le gène qui code pour la protéine GIPC3 a été identifié comme responsable à la fois de surdité d'origine périphérique et d'épilepsie audiogénique, les auteurs ont essayé de voir si l'apparition de ces épilepsies était corrélée avec des changements dans le seuil auditif, afin, si tel était le cas, on aurait pu penser que l'origine de ces crises d'épilepsie était d'origine périphérique.
Concentrez-vous sur les figures A et F, ici en rouge, le seuil auditif des animaux qui portent des anomalies dans le gène GIPC3. Le seuil auditif n'évolue pas avec le temps. En revanche, si l'on mesure la latence dans l'apparition de la crise audiogénique lorsque les animaux sont soumis à des sons de différentes intensités. La latence, le temps de latence, lui, varie au cours du développement. Par conséquent, les auteurs en infèrent que les crises d'épilepsie ne sont pas liées, en tout cas, à des changements dans le seuil de réponse au son des animaux. Cependant, ils observent sur les tracés des réponses, des potentiels évoqués du tronc cérébral que nous avons vus à plusieurs reprises et qui présentent différentes ondes 1, 2, 3 et 4. Ils observent au niveau de l'onde 1, qui correspond au neurone auditif, une augmentation de son amplitude. Et cette augmentation de l'amplitude, elle, décroît en fonction du temps. Donc, il propose, sans plus étayer le propos, que l'effet d'épilepsie soit dû à une amplitude, un taux de décharge important et synchrone au niveau des neurones auditifs qui, de ce fait, déclencherait la crise d'épilepsie. Je crois qu'il faut rester prudent sur cet effet, sur le lien proposé. Seule l'inactivation conditionnelle de ce gène dans les voies auditives permettra en réalité de trancher le problème et donc de conclure à une participation ou non centrale dans cette crise d'épilepsie. Alors, qu'en est-il pour VLGR1 ? La situation est très semblable. La protéine est exprimée au niveau périphérique et central. L'importance de l'amplitude de l'onde 1 n'a cependant jamais été mesurée, mais il existe un argument de poids, nous allons le voir, en faveur d'un rôle central de VLGR1 qui vient de la structure même de cette protéine. Cette protéine, nous allons le voir, appartient à la classe des protéines dont plusieurs membres, nous allons le voir, sont responsables d'épilepsie, en particulier pour l'un d'entre eux, d'une épilepsie du lobe temporal latéral. Alors, ces deux interrogations ne doivent pas masquer la situation qui est la règle générale. La situation qui est la règle générale est la suivante. Si on s'intéresse aux réponses provoquées par une surstimulation sonore, aussi bien chez les souris défectueuses dont le gène récepteur à la sérotonine a été altéré, que défectueuses au niveau du gène responsable du syndrome de fragilité de Leaks, que défectueuses pour la contactine NB2, dans tous les cas, les modifications qui sont observées se situent au niveau central. Alors, pour l'essentiel, ce qui a été fait dans ces différents modèles, c'est de suivre l'expression de Cephos sous stimulation sonore. Cephos est un facteur de transcription nucléaire qui est le plus fréquemment synthétisé suite à un signal activateur. Il apparaît parmi les premiers facteurs de transcription qui sont exprimés lorsqu'une cellule est activée. Par conséquent, c'est un bon marqueur de l'excitabilité neuronale. Ici, la détection
par immunomarquage de ces fosses dans des animaux mutants et pour le récepteur à la sérotonine et ici des animaux contrôle. Vous voyez qu'il y a hyperexpression de ces fosses au niveau du colliculus inférieur dans les régions corticales, dorsales et externes, au niveau du lemnisque latéral dorsal et ici dans une région du thalamus. On retrouve la même chose, mais ici quantifiée. Je vais aller rapidement dans le modèle de fragilité de l'X, du chromosome X. Et on va retrouver des choses très semblables, mais dans le sens opposé, lorsque est examiné le profil d'expression de ces fosses chez des animaux qui sont inactivés pour la contactine NB2. Alors, juste un mot, parce que l'expression de la contactine NB2 ici suivie par un gène rapporteur, la bêta-galactosidase, est particulièrement intéressant. Cette expression, à de rares exceptions près, est localisée dans les voies auditives centrales, dans le noyau antéro-ventral, dans la partie antéro-ventrale du noyau cochléaire, dans le complexe de l'olive supérieure, dans le lemnisque latéral et au niveau du colliculus inférieur. Qu'en est-il si on s'intéresse maintenant à l'expression de ces fosses? Eh bien, vous voyez ici l'expression chez des animaux normaux, et lorsque la contactine NB2 a été inactivée, cette expression à nouveau majeure dans les parties externes et dorsales du colliculus inférieur est bien moindre. Cependant, si l'on regarde ce que produit cette contactine NB2, l'inactivation de cette contactine NB2, pour essayer de comprendre comment se met en place ce mécanisme, disons cette épileptogénèse, aujourd'hui on en sait très peu de choses, mais le message à retenir vient de l'établissement des cartes tonotopiques au niveau du colliculus inférieur chez les animaux sauvages et les animaux mutés, donc qui n'expriment plus la contactine NB2. Eh bien, vous voyez ici la bande d'activité qui correspond à la réponse à 10 kHz chez ces animaux, au niveau, donc, s'il s'agit de la carte tonotopique, au niveau de la partie centrale du colliculus inférieur, la carte tonotopique a disparu. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est l'anomalie centrale du colliculus inférieur qui est responsable des crises audiogéniques, parce qu'il faudrait faire le même travail au niveau du noyau dorsal du lemnisque latéral et dans les autres emplacements où des cartes tonotopiques sont établies. Mais en tout cas, ceci indique une piste à creuser pour comprendre quelle est la base de la protection contre les crises épileptogéniques par la perte de NB2. Alors, nous allons maintenant voir les épilepsies héréditaires du lobe temporal latéral et je vais m'intéresser tout particulièrement à la famille des protéines LGI et à la protéine LGI1 qui est mentionnée ici. À nouveau, le professeur Patrick Chauvel, spécialiste de l'épilepsie, vous, je pense, décrira la symptomatologie qui est associée à ces formes d'épilepsie qui comportent donc des aspects auditifs et aussi, de temps à autre, des aphasies. En 2002, un membre de la famille LGI était identifié
comme responsable d'une forme d'épilepsie du lobe temporal transmise sur le mode autosomique dominant. Le terme LGII est l'abréviation pour leucine riche, gliome inactivated, car cette protéine a été trouvée dans un gliome, c'est-à-dire une tumeur de la glie, et ensuite il a été montré qu'elle se comporte comme un suppresseur de tumeur. Elle a une action antiproliférative. La pénétrance de la mutation faux sens qui a été trouvée initialement n'est que partielle. La famille LGI comporte les 4 membres que vous voyez ici, numérotés de 1 à 4. Ces molécules, comme les 3 autres molécules plus divergentes qui sont ici associées, ont pour caractéristique de comporter 7 répétitions consécutives qui sont nommées EAR pour indiquer qu'il s'agit de répétitions associées à des épilepsies ou sont parfois nommées épitamptines. Cette structure forme une espèce de roue, en anglais dite bêta-propeller, une sorte de rotor. Il s'agit ici d'une simulation 3D. L'ensemble de la structure n'a pas encore été cristallisé. Ces protéines sont prédites comme étant des protéines sécrétées. Un autre gène a été identifié. Ce gène a été identifié non plus chez l'homme, comme ici, mais chez le chien. Une parenthèse sur l'apport des chiens à la compréhension, à l'identification des gènes responsables de maladies neurologiques et à la compréhension des mécanismes sous-jacents. Dans certaines races, il y a 10 fois plus, on compte 10 fois plus d'épilepsie que chez l'homme, et ceci est dû au fait que pour obtenir des races pures, on croise les animaux entre eux. Par conséquent, ils sont homozygotes sur une grande partie de leur génome. Il y a quelques mois, était identifié le gène responsable d'une épilepsie dans une lignée de chiens dite Lagatoromagnolo. Il s'agit d'une épilepsie juvénile bénigne. Elle survient entre la 6e et la 9e semaine après la naissance chez ces chiens et elle disparaît à 4 mois. Les animaux ont des tremblements, des pertes de conscience et on observe des décharges épileptiques standards à l'électroencéphalogramme. Le gène responsable, parce qu'une mutation STOP a été trouvée chez ces animaux, est le gène qui code pour la protéine LGI2. Nous venons de voir LGI1, LGI2 et LGI1 sont très semblables. Ces protéines sont prédites comme étant des protéines sécrétées qui comportent une région riche en leucine, suivie ensuite de ces 7 répétitions qui forment la structure en roue que je vous montrais tout à l'heure. La mutation ici a été trouvée dans une des répétitions IR. Alors, depuis près d'une dizaine d'années, la protéine LGI1 fait l'objet d'intenses recherches et des avancées très significatives ont été obtenues. Je vais présenter 3 travaux qui permettent de préciser ce qu'est le rôle de LGI1 et très vraisemblablement aussi le rôle de LGI2 qui serait voisin.
Les deux premiers travaux que je vais présenter ont été publiés en 2006, l'un dans la revue Science par le groupe de Fukata et l'autre dans la revue Neurone par celui de Bert Fackler. Alors voyons tout d'abord les résultats du groupe de Fukata. La protéine PSD95 est par définition une protéine post-synaptique, c'est une protéine à domaine PDZ, une protéine d'échafaudage. On sait qu'elle joue un rôle critique dans la formation des synapses et la plasticité des synapses. Le complexe, elle organise aussi le complexe, elle organise les récepteurs du glutamate, aussi bien ceux de type AMPA que de type NMDA, et elle organise aussi les molécules d'adhésion synaptique. Une immunoprécipitation a été réalisée à partir d'extraits de cerveau de rat en utilisant un anticorps dirigé contre la protéine PSD95. Les auteurs ont alors observé que dans le complexe formé après microséquençage par spectrométrie de masse, se trouvait la protéine ADAM22 et la protéine qui nous intéresse, LGI1. Ils ont également trouvé la stargazine. Or, on le sait, la stargazine est un régulateur des récepteurs du glutamate de type AMPA. De plus, les trois molécules ADAM22 sur laquelle je reviendrai, LGI1 et la stargazine sont impliquées dans des formes d'épilepsie. ADAM22 est un des membres de la large famille des protéines transmembranaires ADAM. Ce sont des métalloprotéases, sauf la protéine ADAM qui n'a pas d'activité catalytique et deux autres que je mentionnerai tout à l'heure. Ce résultat orientait la recherche sur une activité post-synaptique de LGI1 puisque l'immunoprécipitation avait été faite par une protéine post-synaptique. Et de plus, nous le reverrons, ADAM22 est aussi une protéine post-synaptique. Donc, les auteurs ont établi le schéma hypothétique suivant, dans lequel voici ici en post-synapse les récepteurs AMPA liés à la stargazine, et ici la protéine sous-membranaire PSD95 avec ses trois domaines PDZ. Les deux premiers lient la stargazine, on le sait. Il existe à l'extrémité C-terminale de ADAM22 un consensus de liaison à PDZ, par conséquent, elle est candidate pour se fixer à PSD95, et le schéma proposé faisait jouer à LGI1, dont on sait qu'il peut former une structure oligomérique, le rôle de pont entre les protéines ADAM22. Et des éléments vont être rassemblés en faveur de cette hypothèse. Le premier, je pense que vous allez avoir des difficultés à voir, non ? Il s'agit d'expériences de transfection qui consistent à exprimer dans des cellules ADAM22 qui est étiquetée par cette petite étiquette HA et LGI1 qui reçoit une autre étiquette. Et à regarder où se localisent les protéines. Lorsque les deux protéines sont coexprimées, LGI1 se trouve à la surface cellulaire. Lorsqu'on exprime la stargazine et LGI1, LGI1 ne va pas à la surface. LGI1 n'a pas le moyen de s'associer seul à la surface. À côté, un contrôle. Ensuite, les auteurs ont essayé de définir quelle était la partie de LGI1 sans doute engagée dans la liaison à ADAM22.
Et par un certain nombre de constructions, tout étiquetées en C-terminal par ce flag, ils ont pu montrer que LGI1 n'était pas retenu à sa surface quand seules étaient exprimées les répétitions leucines. Il l'était en revanche lorsqu'étaient exprimés les éléments qui composent cette structure bêta-propeller. Donc, c'est bien par cette structure bêta-propeller que LGI1 interagit avec Adam22. Ils ont introduit un contrôle. Ce contrôle est la recherche d'une possible interaction avec la protéine VLGR1 dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui comporte, elle aussi, un motif de type bêta-propeller. Et non, la protéine VLGR1 ne peut pas retenir LGI1 à la surface. Donc, voici pour les éléments qui indiquent donc la formation d'un complexe de type de celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, j'en viens maintenant aux éléments fonctionnels. Les auteurs se sont naturellement, compte tenu du complexe formé, se sont posé la question d'un rôle de LGI1 sur la surreprésentation des récepteurs de type AMPA. Et pour ce faire, ils ont enregistré les courants postsynaptiques excitateurs, miniatures, spontanés, abrégés, vous le verrez dans les figures suivantes, en petit m pour miniature EPSC. Comment ont-ils procédé? Ils ont tiré parti du fait qu'ils avaient observé que s'ils incubaient des tranches d'hippocampe en présence de LGI1, ils observaient une localisation de la protéine LGI1 là où ils avaient un marquage par un anticorps dirigé contre la protéine ADAM22. Donc, leur idée était qu'à travers ce protocole expérimental, en présence ou en absence de LGI1, ils allaient pouvoir conclure au rôle de LGI1 sur ces ces courants postsynaptiques excitateurs spontanés miniatures. Réponse, vous voyez ici les enregistrements contrôle et en présence d'LGI1, oui, la probabilité d'apparition de ces événements est accrue dès lors que les lames sont incubées en présence de LGI1. Qu'en est-il de l'amplitude de ces courants miniatures? Ici contrôle, ici en présence de LGI1, elle est légèrement augmentée. Par contre, dans des expériences qui visaient à comprendre une éventuelle participation présynaptique dans des expériences dites de pulse par paire, j'y reviendrai, ils n'ont observé, disent-ils, mais on voit tout de même des différences, aucun effet significatif. Donc, l'ensemble de ces résultats conduisait les auteurs à proposer que la molécule LGI1, molécule sécrétée, a essentiellement donc agi au niveau des synapses glutamatergiques, donc c'est une singularité enfin, parmi les origines de l'épilepsie, comme nous le verrons, c'est une singularité. Elle agit donc au niveau des synapses excitatrices et, proposait-il, bon, il y a quelques autres cas, mais au niveau de la postsynapse. Alors, juste un mot sur LGI2. L'identification du gène est trop récente pour que l'on ait des données précises, mais sachez simplement que LGI2, dans ses expériences
où sont cotransfectés soit LGI1 en haut, soit LGI2, et en présence d'Adam 22 ou d'Adam 23, on voit que ceci complète ce que j'ai présenté tout à l'heure, que Adam 22, comme Adam 23, retient LGI1 à la surface, Adam 22, comme Adam 23, retient LGI2 à la surface. Alors, de ceci, on peut déjà anticiper ce que je vais discuter ensuite. Adam 22 est présent au niveau postsynaptique et Adam 23 au niveau présynaptique. Par conséquent, on est amené à penser que la molécule LGI1 est capable de se lier à la fois aux molécules d'adhésion pré- et postsynaptiques, donc qu'elle a sans doute un rôle essentiel dans la force synaptique. Alors, j'en viens maintenant à l'idée, c'est qu'elle forme un pont. Un mot juste d'une quatrième molécule, LGI4. Le gène correspondant a été identifié, non pas responsable d'épilepsie, mais responsable d'une hypomyélinisation. Hypomyélinisation dans lequel on a pu attribuer un rôle à LGI4 dans l'interface entre les neurones et les cellules de Schwann. Donc, à nouveau, une molécule d'adhésion entre deux surfaces membranaires. Ce que nous avons vu, ce que nous allons voir, c'est que la protéine était présente, et nous allons le revoir après au niveau synaptique pour LGI1 et LGI2. Pour LGI4, elle est donc à la jonction entre les cellules de Schwann et les neurones. Alors, j'en viens maintenant à un autre travail dont je vais être amené à résumer rapidement les résultats, dont les conclusions confèrent un rôle à LGI1, un rôle présynaptique. La démarche des auteurs est très semblable à la démarche que je rapportais tout à l'heure, mais l'immunoprécipitation initiale va être faite par un anticorps dirigé contre une sous-unité du canal potassique dépendant du voltage Kv1.1. Vous le savez, les canaux potassiques dépendants du voltage sont impliqués dans la repolarisation des neurones et donc dans la forme des potentiels d'action. Ils contrôlent en particulier le profil de décharge des neurones en modulant la libération et modulent la libération du neurotransmetteur. Brièvement, on sait que Kv1.1 et Kv1.3 s'assemblent à une sous-unité régulatrice qui les inactive rapidement et qui est nommée Kv-bêta 1. Alors, ce que les auteurs vont dans un premier temps regarder, c'est l'expression de Kv1.1 par rapport à celle d'Adam 22 et de LGI1. Ils vont conclure, je suis amené à aller un peu vite, à la colocalisation dans les régions où se situe l'arrivée des fibres du faisceau perforant médian venu du cortex entérinal sur les cellules granulaires de l'hippocampe. Ces deux types de protéines, Kv1.1 et LGI1, sont bien présentes. Ensuite, pour valider la colocalisation, ils vont pratiquer une lésion unilatérale du cortex entorhinal et montrer que lors de cette lésion, on a, que vous voyez ici, le côté contrôle et le côté lésé, on a disparition de LGI1 et Kv1.1. Ils vont alors conclure, dans ce travail fait en parallèle de travail qui mentionnait un rôle postsynaptique, ils vont proposer l'idée d'un rôle présynaptique. À l'appui de ce rôle,
ils vont faire une série d'expériences où cette fois-ci on n'est plus en contexte in vivo, même ex vivo, pardon, manipulé en ajoutant ou non la protéine LGI1, mais on enregistre les courants dans des oocytes de Xénope. Quel est le résultat? Mesurer qui mesure ce que nous allons voir tout à l'heure sur les courbes, c'est-à-dire le temps d'inactivation de ces courants. Lorsque sont exprimées les sous-unités KV1.1 et KV1.4, voici le résultat. Si est exprimé LGI1, pas de modification. Si est exprimé en ajout de KV1.1 et KV1.4 la sous-unité β1, on a l'effet d'inactivation dont je vous parlais. Et si maintenant sont exprimés avec KV1.1 et KV1.4, la sous-unité inhibitrice KV1 β1 et LJ1, on a un effet de réversion. Donc, de l'ensemble de ces résultats, qui sont à nouveau illustrés ici, avec la forme sauvage de LJ1.1, qui donc augmente ce temps, et les formes mutées qui n'ont pas d'effet, les auteurs concluaient à un effet présynaptique de LJ1.1. Alors, je vais maintenant aller rapidement sur un papier récent qui a tout l'intérêt de situer les expériences dans un contexte beaucoup plus physiologique que les expériences que je viens de rapporter. 2 modèles animaux vont être étudiés, générés d'abord, puis étudiés pour comprendre le rôle de LJ1.1. L'un va consister, les deux vont consister à obtenir des animaux transgéniques dans lesquels, pour l'un d'eux, va être introduit la forme mutée de LJ1.1. Elle exerce, nous allons le voir, un effet dominant négatif sur la protéine endogène LJ1.1 qui est exprimée chez ces animaux. Et l'ensemble des données mutantes sera indiqué par un petit M sur les courbes et en rouge. Deuxième type d'animaux, des souris chez lesquelles on a introduit plusieurs copies normales du gène LJ1.1, donc qui, au contraire des autres, surexpriment la protéine LG1.1. Et on va s'intéresser, comme tout à l'heure, à la synapse entre le faisceau médian perforant de l'hippocampe et les neurones granulaires. Tout d'abord, les auteurs soulignent que apparaissent dans cette région, au cours d'un développement normal, de façon concomitante, les molécules ADAM22 et LJ1.1 autour du jour 21. Puis ils s'intéressent à la maturation des réponses obtenues lorsqu'on répète les stimulations en anglais dans des expériences de pair pulse. On voit que lorsque l'animal le développement progresse, on a un effet d'amplification ici par la seconde stimulation. Qu'en est-il chez les animaux qui ont un taux décru par l'expression de la forme mutante de LGI1? On n'a pas cet effet d'augmentation, de réponse augmentée de la seconde stimulation. Si les animaux expriment davantage de LJ1, elle est présente. Donc, on peut déjà en déduire qu'il y a un défaut sur ce simple argument de maturation de cette synapse. En utilisant la dendrotoxine qui bloque les canaux KV1, les auteurs ont pu montrer que dans cet élément de maturation intervenait ce canal. Donc, on a affaire à un mécanisme de maturation qui implique le canal KV1.1 et qui n'a pas lieu si la protéine LGI1 n'est pas exprimée à un taux suffisant.
Venons-en maintenant à d'autres éléments en termes électrophysiologiques. Une des caractéristiques de la maturation des synapses glutamatergiques de type NNDA est le changement dans le rapport des sous-unités NR2B sur NR2A lorsqu'il y a maturation. On peut, par des inhibiteurs, dans ces courbes, attribuer la part du courant qui est due aux sous-unités NR2B et NR2A. On s'aperçoit que ces courbes sont très différentes chez les animaux qui possèdent la forme mutée et chez les animaux qui possèdent une surexpression de LGI1. Et voici ici les données quantitatives. Chez les souris sauvages, le rapport entre NR2B et NR2A diminue avec la maturation synaptique. Chez les souris mutantes, la diminution est marginale, ce qui donne un élément supplémentaire qui indique donc l'absence de maturation de cette synapse. On est là au niveau postsynaptique. Des expériences ont ensuite été faites au niveau de la morphologie des neurones eux-mêmes, qui complètent ces expériences fonctionnelles qui nous ont donc montré que la transition de maturation de ces synapses glutamatergiques comportait des éléments pré- et postsynaptiques qui ne se mettent pas en place lorsque la protéine LGI1 n'est pas suffisamment abondante. Les éléments morphologiques sont les suivants. Vous voyez l'arbre dendritique ici des cellules pyramidales, des neurones granulaires, immatures puis matures. Il est très différent dans son angle, il est aussi très différent dans le nombre de branches, il est aussi très différent dans la longueur totale des branches. Eh bien, si l'on examine la forme de cet arbre dendritique dans les neurones granulaires, tout d'abord, lors du développement normal chez la souris, immature en noir, très épais, très fin, mature. On voit que la longueur totale des branches baisse. Il y a une sorte d'élagage de la longueur des branches. Que se passe-t-il chez les animaux qui ont peu de LGI1? Leur courbe est voisine de ce que l'on observe chez les animaux immatures. Donc, sur cet autre critère, on peut penser qu'il y a un arrêt de la maturation donc, de cette synapse au niveau, donc on l'a vu, fonctionnel, pré- et postsynaptique et morphologique lorsque LGI1 est présent en quantité insuffisante. D'autres critères pour apprécier l'évolution de cet arbre dendritique, son angle, qui normalement se referme lors de la maturation, il ne se referme pas lorsque la quantité de LGI1 est insuffisante. Autre élément, le nombre de branches, il y a un certain élagage, mais qui est significativement différent de ce qui est attendu chez les animaux sauvages. En conséquence, on est amené à conclure qu'il y a changement dans les critères morphologiques et fonctionnels au niveau de cette synapse lorsque la protéine LGI1 est insuffisamment représentée. Et si on s'intéresse maintenant à la densité des épines dendritiques elles-mêmes, alors on voit qu'en présence lorsque LGI1 est présent en quantité insuffisante, leur densité est 2 fois supérieure à ce qu'elle est normalement. Les auteurs concluent donc que vraisemblablement
La crise d'épilepsie observée dans cette épilepsie du lobe temporal latéral est à mettre sur le compte d'un défaut de maturation de la synapse défaut de maturation synaptique que nous avons vu ici sur une synapse particulière, défaut de maturation fonctionnelle, défaut de maturation morphologique, et aussi bien le défaut de maturation fonctionnelle que le défaut morphologique peut expliquer l'apparition de l'épilepsie. On garde un stade excité très immature et par ailleurs la densité des épines synaptiques, des épines dendritiques est telle qu'on s'attend à des courants plus élevés. Donc, avec ce papier, je vais clore cette série de cours en vous remerciant de votre attention. Et je voudrais vous signaler dès à présent que le cours de l'an prochain, portera sur la voix, la reconnaissance de la voix dans le système auditif. Et nous nous intéresserons à la détection de la fréquence fondamentale et à d'autres aspects. Le cours inclura aussi les anomalies qui surviennent dans certaines maladies neuropsychiatriques de la détection ou de la reconnaissance de la voix. Je vous remercie de votre attention.